Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire, premier d'une série de 4 webinaires dédiés à l'espace européen des données de santé. Petit rappel des bonnes pratiques, comme d'habitude, vous allez recevoir le replay du webinaire dès la fin de la session et n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Isabelle, Mélodie, je vous passe la main et puis bon webinaire à tous. Eh bien, bonjour à tous, vraiment ravie de vous retrouver, malheureusement virtuellement, mais avec grand plaisir sur ce webinaire. Avec Mélodie, on vous propose un programme, comme l'a rappelé Élodie, de plusieurs webinaires. Alors l'objectif, il est assez simple, c'est de vous permettre de rentrer avec beaucoup d'enthousiasme et de délices dans ce projet de règlement pour l'espace européen de données de santé. Alors en fait, vous voyez d'ailleurs à l'écran les dates qui sont prévues pour les prochaines sessions. Vous pouvez vous inscrire directement sur les liens qui vous sont fournis lors de ces sessions. Et on vous invite à partager avec vos collègues qui seraient intéressés par certaines sessions le fait qu'ils s'y inscrivent. Effectivement, en fait, ce programme, il a été un petit peu mis par thématique parce que ce projet de règlement, on va rentrer dans 2 minutes, est assez large, son périmètre est très vaste et donc il se peut que dans votre organisation, plusieurs parties du règlement intéressent plusieurs personnes. Donc ce premier webinaire, il a pour objectif de vous aider à fixer le cadre général de l'espace européen de données de santé, de vous en donner des éléments de calendrier, mais ensuite, on rentrera de manière plus précise dans chacune des thématiques. Alors, pourquoi c'est important de rentrer dans ce texte, en tout cas dans ce projet de texte? Eh bien, vous le voyez, et on va le faire de manière un petit peu, j'appelle ça avec le principe de l'oignon. On va commencer par un cadre général et puis on va rentrer dans des thématiques. Et aujourd'hui, on va déjà rentrer dans un premier niveau pour vous permettre de comprendre dans quel contexte arrive cette proposition de règlement, d'en identifier les opportunités comme les conséquences et les risques, et d'anticiper les défis de mise en œuvre auxquels nous allons collectivement faire face. Donc, c'est très important pour nous puisqu'en fait, comme tout texte qui est en négociation, eh bien, on a une forme de liberté de faire des propositions pour l'améliorer. Et donc, on aimerait bien capter le plus finement possible tous les éléments que vous pourriez nous remonter. Et alors, j'insiste beaucoup là-dessus, à la fois en termes d'opportunités et de risques, parce qu'on a les deux volets sur ce projet de règlement. Et ensuite, de vous indiquer en fait ce que l'on sait actuellement du calendrier, parce que bien entendu, il va suivre un calendrier de procédure législative dont le terme n'est pas totalement certain, mais qui sera quand même rapide, en tout cas par rapport à la temporalité des textes en général. Voilà, donc c'est très très important et c'est un élément, vous savez que nous aimons bien travailler en collectif au niveau de la DNS et de la ANS. Nous avons l'habitude de capter le plus possible les éléments qui viennent de l'ensemble de l'écosystème, et ce sujet qui concerne l'ensemble de l'écosystème s'y prête donc particulièrement. Alors il porte en lui un défi que nous allons aborder, mais que vous voyez à l'écran, c'est de construire le numérique en santé de demain, aujourd'hui, à son échelle européenne. Donc c'est un pas majeur et c'est un pas nouveau pour l'ensemble de l'écosystème. Voilà, alors on va rentrer directement dans cette présentation et donc je vous le disais, on va commencer par des éléments de contexte. Alors pourquoi maintenant ce projet de règlement qui concerne la stratégie européenne des données de santé, mais qui s'insère en fait dans un projet européen beaucoup plus large, qui est celui qui a été indiqué lors du lancement de la décennie numérique de l'Europe. Donc, il fait partie d'un ensemble d'éléments qui sont mis en place pour construire une Europe du numérique. Et
il fait également partie d'un projet européen de construire donc des espaces de données sectoriels. Il se fait que la santé a été choisie comme étant le premier espace sectoriel qui serait mis en place, d'où ce projet de règlement. Et la crise Covid nous a rappelé qu'en fait, on en avait vraiment besoin. Donc ça, ce sont des éléments très, très importants. Bien sûr, parmi ces éléments de contexte, il y a donc un certain nombre d'initiatives que vous voyez à l'écran. Et bien sûr, la stratégie des données va s'appuyer sur d'autres textes, on le reverra plus tard, notamment liés à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité, bien entendu à l'identité numérique européenne, etc., etc. Donc, très important, et en particulier dans les textes généraux qui vont nous concerner, on va avoir 2 textes majeurs, le règlement sur la gouvernance des données et le règlement sur les données, 2 textes généralistes, donc transsectoriels, mais qui s'appliquent également au domaine de la santé et qui sont donc tout à fait récents. Alors, autre élément de contexte, eh bien, c'est le contexte des systèmes de santé en Europe. Alors, ce n'est pas une surprise pour vous. La santé, c'est une matière qui est une prérogative nationale. C'est une matière qui n'avait pas été identifiée au départ comme un élément de la construction européenne. Et donc, aujourd'hui, et notamment avec la crise Covid, on est passé à une autre dimension puisqu'on a compris qu'on avait besoin d'une Europe de la santé. Je crois que ça a été porté au niveau politique à différents échelons, hein, et la force est de constater qu'avec 27 systèmes de santé hétérogènes, avec un fond culturel important, eh bien, seul le numérique peut en fait permettre de connecter ces systèmes de santé littéralement et de créer une Europe de la santé. Donc ça, c'est un élément de contexte qui est quand même particulièrement important, et il porte aussi une autre volonté, c'est la volonté de créer des services attendus par les citoyens et les professionnels de santé. Parce qu'à l'heure du numérique, en fait, l'un comme l'autre ne comprennent plus pourquoi on n'est pas en capacité d'assurer une continuité de soins de qualité de manière transverse au niveau européen. Donc, on a besoin également, pour d'autres éléments, pour la réutilisation des données de santé, de créer une échelle européenne de façon à avoir le niveau d'accès aux données qui est attendu par l'ambition des projets qui sont portés à la fois par le secteur privé et par le secteur public. Le constat était en Europe, eh bien, c'est que puisque la santé n'était pas une matière européenne, on avait un cadre législatif qui était beaucoup trop insuffisant pour faire face à ces défis qui sont des évidences quelque part. Et la crise donc Covid, encore une fois, nous a rappelé qu'il fallait absolument passer cette étape. Donc, en quoi consiste finalement ce projet de règlement? En quelques mots, il a plusieurs objectifs. Le premier objectif, en fait, c'est de donner aux citoyens la main sur leurs données de santé électroniques, où qu'ils soient au sein de l'Union européenne, de faciliter donc les échanges de données dans le cadre du soin, puisque nous sommes tous amenés à nous déplacer au sein de l'Union européenne de manière temporaire ou de manière définitive, et donc on veut pouvoir donner accès à nos données de santé aux professionnels de santé qui nous prend en charge dans le cadre des soins. Il y a également une problématique, ou plutôt un intérêt qui a été depuis longtemps porté par le secteur privé, d'avoir un marché unique européen pour la santé, puisqu'aujourd'hui on a des systèmes qui impliquent en fait des procédures d'accès au marché différentes d'un État à l'autre. Donc ça, c'est un problème de fonctionnement de marché unique. Et donc là, vous allez le voir, on a une notion de dossier médico-électronique et de système de dossiers médico-électroniques qui est prise en compte par ce règlement. Et dernière chose, c'est ce que j'évoquais il y a quelques minutes, c'est le principe de mettre à disposition des données de santé, cette fois-ci avec une échelle européenne, pour des chercheurs, des innovateurs ou des décideurs publics. Donc, ce sont des objectifs qui sont évidemment extrêmement vastes, vous le comprenez directement. Donc,
un premier élément peut-être de calendrier, c'est qu'on pense qu'il devrait pouvoir être adopté en 2023 et 2024. On verra plus tard les délais de mise en œuvre. Mais donc, si c'est quelque chose qui ne semble pas à première vue urgent, vous voyez très bien qu'avec une mise en œuvre pour certaines parties du texte qui est actuellement prévue de 1 an après l'adoption, c'est quelque chose qui va nous arriver assez rapidement. Donc, il faut s'en préoccuper. Alors, pour s'en préoccuper, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un espace européen de données de santé. Alors, c'est plusieurs choses derrière ce concept qui peut paraître un peu théorique. En fait, on a une réalité, ce sont des infrastructures sécurisées qui sont mises à disposition par l'Union européenne, donc qui ne passent donc pas par Internet. C'est évidemment un corpus de règles d'interopérabilité communes qui sont absolument nécessaires pour pouvoir faire ces transferts de données. Un cadre pour Alors, Isabelle a été coupée, elle est en train de se reconnecter, excusez-nous. Les aléas du direct. Est-ce que vous Isabelle m'entendez? est de retour. On t'entend. Je suis désolée, je suis pourtant au ministère, mais voilà. Les aléas techniques. Donc je disais, je pense, qu'il y avait plusieurs composantes, pour un espace européen de données de santé. Donc, un cadre, notamment, je crois que ça a dû couper quand je parlais du cadre, pour l'accès aux données. Voilà. Il y a bien entendu, et ça, vous savez à quel point ça nous est cher, le respect de règles et de valeurs. Alors, jusqu'à présent national, mais évidemment, c'est un sujet qu'on a d'ailleurs pu porter pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne au niveau européen. Et puis, il y aura des aspects financement et bien sûr, une volonté que ce soit ouvert à un maximum d'organisations et d'individus. Donc, cet espace européen de données de santé, ça comprend l'ensemble de ces différents éléments, avec 2 principes de base. Premièrement, l'organisation des soins reste toujours une prérogative des États membres. Le numérique est là pour aider à connecter, on va dire, les points, mais ça reste vraiment une prérogative des États membres. Et donc, ce numérique est de facto instrumental pour créer une Europe de la santé. Après, que va changer le projet de règlement? Parce que je vous le disais, il va tous nous impacter. Eh bien, premièrement, il va donner ce cadre européen qui est attendu pour l'utilisation de données de santé. Ce cadre qui existe déjà partiellement aujourd'hui devient obligatoire et de facto devient opposable. Et bien sûr, et ça c'est évidemment la contrepartie, une partie de la gouvernance du numérique en santé va devenir forcément européenne. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce projet de règlement, il a, on va dire, 2 volets principaux. Il a un premier volet qu'on a appelé l'utilisation primaire des données de santé et qui correspond à un projet que nous avons déjà partiellement mis en œuvre, avec l'Agence du numérique en santé en France qui s'appelle Ma Santé at UE ou My Health at EU et que certains d'entre vous connaissent, très certainement. Donc, en quoi il consiste? Eh bien, il consiste en fait à mailler les systèmes de santé en permettant aux professionnels de santé, avec le consentement du patient, de se connecter via le portail Césali en France aux documents de santé d'un patient pris en charge issu d'un autre État.
Le professionnel de santé, dans ce cadre-là, il a accès à 2 documents, le document original dans la langue du patient et le document traduit en français. Ça, c'est le cas d'usage que nous avons mis en œuvre aujourd'hui en France avec 7 pays connectés. Il y en avait 4 au départ et là, en fait, les connexions commencent à se faire puisque les déploiements ont lieu dans d'autres pays d'Europe en parallèle et donc aujourd'hui, on a les 7 pays que vous voyez à l'écran et vous avez le rappel du moyen d'accès, sur ces alliés. Voilà, donc très important, cette utilisation dans la partie parcours de soins. Et un deuxième volet qui, lui, on va dire, démarre, même si en France, on connaît déjà bien le sujet avec le Health Data Hub, c'est l'utilisation secondaire des données de santé. Alors, je prenais l'exemple du Health Data Hub pour 2 raisons. La première, c'est que tous les pays d'Europe n'ont pas du tout l'identique à ce que la France a créé avec le Health Data Hub. Ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, la semaine prochaine, le 11 octobre, le Health Data Hub lancera en fait le pilote pour créer l'infrastructure qui n'existe pas encore du Health Data ATU, donc le pendant finalement pour l'utilisation secondaire des données de santé de MyHealth ATU. Alors pourquoi? Parce que le Health Data Hub a été choisi par la Commission européenne pour coordonner un ensemble de 16 partenaires européens pour créer un pilote pour cette utilisation secondaire des données de santé. Et le Health Data Hub et ses partenaires vont travailler sur 5 cas d'usage qui ont été choisis par la Commission européenne. Alors, si on rentre un petit peu plus dans les détails, qu'est-ce que cela comprend en fait, ces 2 parties? Donc en fait, sur la partie utilisation primaire des données de santé, on parle bien des données qui sont nécessaires pour la prise en charge du patient. Donc, le projet de règlement les définit comme les données qui sont nécessaires pour évaluer, maintenir, rétablir l'état de santé de la personne physique à laquelle les données se rapportent, y compris des éléments tels que la prescription, la dispensation, la fourniture de médicaments ou de dispositifs médicaux. Voilà, et le recours à différents services, donc sécurité sociale, administratif ou remboursement. Pour la partie utilisation secondaire des données de santé, en fait, là, on parle des données dans le cadre de leur réutilisation, donc pseudonymisées, anonymisées, donc pour d'autres fins, des fins d'intérêt public, des fins d'intérêt scientifique, des fins d'intérêt d'innovation. Et puis, ça peut être aussi des fins statistiques ou des fins d'éducation. Donc, les usages dans réutilisation de données sont également un champ en soi. Donc, on vous a mis à l'écran 2 exemples qui sont tirés de l'expérience française. Donc, d'une part, pour l'utilisation primaire, on peut se référer à Mon Espace Santé et bien entendu, pour l'utilisation secondaire, au Health Data Hub. Alors, si on rentre un petit peu dans les éléments un petit peu globaux sur ce projet de règlement, eh bien, c'est un projet de règlement, donc c'est très important de comprendre sur quelle base juridique il fonctionne. En l'occurrence, on a une double base qui est issue du traité de fonctionnement de l'Union européenne, dont l'abréviation que vous voyez parfois, donc TFUE. En fait, il a une double base juridique. Il faut comprendre que c'est absolument presque innovant, peut-être à nos yeux, mais ça vient du fait qu'on n'a pas donc de cadre pour la santé au niveau européen. Donc on s'appuie sur d'autres choses. La première, c'est la protection des données et la deuxième, c'est la notion de marché unique et ça rencontre un peu les objectifs qui ont été cités auparavant. Alors, il s'appuie également sur d'autres textes, comme je l'ai dit précédemment. Donc, vous revoyez à l'écran un certain nombre de ces textes. On a bien entendu le RGPD, pardon. On a bien entendu le règlement sur la cybersécurité et puis le règlement sur la gouvernance des données. Certains textes ne sont pas encore totalement secs, même s'ils sont déjà très aboutis. Donc, c'est ceux que j'ai pu citer auparavant, notamment la proposition de règlement sur les données. Mais on a également celui sur l'intelligence artificielle et sur la révision donc de la directive sur la cybersécurité, la fameuse directive NIS. Voilà. Après, on a des textes qui sont
eux, plutôt propres à la santé et qui étaient un peu la base, qui existait déjà, au préalable sur la santé. Donc c'est la seule maille finalement réglementaire qu'on avait au niveau européen, pardon. Donc à commencer par la directive sur les soins transfrontaliers. Sur cette base-là que nous avons commencé, côté français, à déployer donc, Ma Santé @UE et le règlement que beaucoup connaissent sur les dispositifs médicaux. Pardon. Donc on a celui, in vitro et puis alors il y a d'autres types de règlements. Hem, Ce qui est prévu, c'est que dans le projet de règlement, on passe par des textes d'application qui seront des actes délégués et des actes d'exécution qui seront pris par la Commission européenne et donc ça va aussi changer la dynamique juridique qui va être mise en place. Alors, ce projet de règlement, donc il est vaste, il est découpé en chapitres et donc c'est pour ça qu'on a aussi un découpage de webinaire. Vous allez voir que ça suit plus ou moins les chapitres 2 qui lui va couvrir, l'utilisation primaire, des données de santé, donc dans le cadre du soin. Donc ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, la France, s'est engagée dans Ma Santé @UE, MyHealth@EU, hein, de manière volontaire, comme 11 autres pays qui ont déjà rejoint le dispositif. Ce règlement va rendre, ce dispositif obligatoire, pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. On a en plus 2 pays, qui se sont joints de manière volontariste, qui sont hors de l'Union européenne, qui sont la Norvège et l'Islande et il a été, récemment acté que l'Ukraine allait rentrer également dans le dispositif. Donc ça veut dire que la vision de l'Europe, c'est d'avoir une fluidité du parcours de soins à terme dans 30 pays. Donc ce qui va être un changement donc majeur pour l'ensemble, des citoyens européens et des professionnels de santé. Ça va avoir un impact évidemment sur, les modalités, de prise en charge pour leur donner plus de confort. Alors parmi les choses que cela implique, il y a bien entendu, la mise en œuvre d'un format européen d'échange de données de santé électronique, bien sûr, et des exigences qui vont être liées à la gestion de l'identification électronique des utilisateurs, qu'ils soient patients, professionnels de santé et le règlement prévoit également des modalités d'accès, à des services de télémédecine. Donc vous voyez, un impact qui va être assez concret, en fait, pour l'ensemble de l'écosystème. Il va donner évidemment des droits, renforcés aux citoyens puisque, on aura donc un droit d'accéder immédiatement et gratuitement et dans un format facilement lisible, consolidé, accessible aux données de santé. Aujourd'hui, le RGPD pardon, est beaucoup plus léger dans ses exigences, par rapport à ça et donc ça renforce en fait, c'est des droits qui sont pour certains déjà partiellement en place. Et puis il va donner aux citoyens aussi la possibilité de rajouter en fait, des données de santé ou de limiter les accès, en fait, à ces données de santé à certains, secteurs, ou types d'utilisateurs, de la santé. Des catégories de données sont particulièrement visées, donc on parle de cas d'usage en fait, au niveau européen. Donc on a les notions de prescription, de lettre de sortie, d'imagerie médicale, de compte rendu de bio et bien sûr, de toutes les données qui sont, issues des dossiers médicaux électroniques. Alors de manière, évidemment organisationnelle, on va aussi voir apparaître, une nouvelle autorité de santé numérique sur le plan, donc dans la gouvernance, qui va permettre de faire fonctionner l'ensemble du dispositif. Donc en fait, nous aujourd'hui, nous sommes, en train d'examiner, ce texte, avec, tous les partenaires, européens. Donc c'est une instruction qui a démarré, sous présidence française, donc au mois de juin dernier. On sait qu'on a encore quelques mois de travail, comme vous l'avez entendu, devant nous. Et par contre, on a une volonté aussi de voir, si, vous vous posez des questions par rapport à ce nouveau, projet de règlement. Donc il y a des sujets qui nous intéressent particulièrement. Donc on a, le sujet de l'articulation, des nouvelles obligations qui vont être créées avec, des textes qui sont déjà en vigueur, qui ont été mentionnés. On a aussi, on suppose que vous avez aussi des questions peut-être sur les formats européens, d'échange de données, médicales qui vont être mis en œuvre.
quelles sont les normes et standards qui vont être préconisés, comment cela va se passer en termes de mise en œuvre et comment cela va m'impacter moi dans mon environnement. Il y a des catégories de données qui sont visées, donc avec une priorisation, il faudra bien comprendre aussi cette pyramide qui se crée, et il faut également qu'on puisse comprendre les écueils que vous pouvez voir dans ces sujets-là. Dernier point, et c'est certainement pas le dernier, mais c'est en tout cas les points majeurs que nous, à ce niveau aussi, nous voyons, hein, c'est la partie identification et authentification des professionnels de santé et des individus. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà une expérience terrain avec la mise en œuvre de ces ALI, mais cette mise en œuvre va couvrir, vous voyez, un champ de pays extrêmement vaste, avec des pays qui sont organisés différents de nous, donc ça peut soulever des questions. Et donc, on voudrait bien être sûr de pouvoir répondre aux questions que vous pouvez vous poser et sur lesquelles nous n'avons pas toujours l'exhaustivité à l'heure actuelle des réponses, mais en tout cas, on s'attellera à l'avoir. Alors, troisième chapitre, pardon, c'est celui qui concerne justement les dossiers médicaux électroniques, et il va donc à la notion d'application de bien-être. Alors, qu'est-ce que propose le texte? Eh bien, il propose à l'ensemble des systèmes de dossiers médicaux électroniques, donc vous voyez la définition à l'écran, elle est assez large, hein, on va revenir dessus, pardon. Elle propose donc une autocertification obligatoire pour l'ensemble des systèmes de dossiers médicaux électroniques avant leur mise sur marché. Donc ça va être un effort collectif à faire. Alors, d'une part, ce sera un effort, et d'autre part, ça va être la même autocertification pour l'ensemble des pays européens, ce qui a également, donc, je vous le disais, un aspect d'opportunité pour de nombreux acteurs. Donc, qu'est-ce que c'est finalement qu'un système de dossier médical électronique au sens de ce projet de règlement? C'est un appareil ou un logiciel destiné à être utilisé pour le stockage, l'intermédiation, l'importation, l'exportation, la conversion, l'édition, la consultation de données électroniques. Donc, vous voyez que ça couvre un spectre qui est extrêmement large, et que peu ou prou, en fait, tout l'ensemble des logiciels, dispositifs médicaux que nous connaissons sont concernés par ce chapitre. Pour les applications de bien-être, ce qui est proposé, c'est une labellisation volontaire, donc c'est encore un autre niveau. Les principes qui sont proposés, c'est donc avant la mise sur le marché ou la mise en service, des critères de conformité qui sont de l'ordre de l'ensemble des données concernées, des modalités de codification sémantique et des spécifications techniques, des exigences de confidentialité, d'intégrité, de sécurité, de qualité et d'exhaustivité des données et de documentation technique et de fiches d'information. Donc, contenu technique, information, documentation et périmètre des données concernées. En gros, ce sont les éléments clés qui vont être sous-jacents de cette partie. Pour la partie information en particulier, il y aura la création d'une base de données européenne qui va reprendre l'ensemble de ces dossiers médicaux électroniques qui seront certifiés, ainsi que les applications de bien-être qui seront labellisées. Voilà. Donc, ça va créer en fait des obligations pour les opérateurs économiques de dispositifs, de dossiers médicaux électroniques. Bien entendu, c'est un corollaire par rapport à cela. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il faudra avoir une autorité de surveillance du marché. Voilà. Alors, sur les questions que vous pourriez vous poser, voilà, il y a des questions qui sont évidemment liées à cette notion de dossier médical électronique. Il y a aussi des préconisations que vous pourriez avoir sur l'ensemble des normes et modèles qui sont retenus pour établir les critères de conformité, avec bien entendu les corollaires de calendrier de mise en œuvre et de faisabilité. Les attentes que vous pourriez avoir sur les labellisations des applications de bien-être, parce qu'on sait bien que c'est un sujet qui est quand même compliqué, voire complexe. On va avoir une surveillance du marché, donc
vous pourriez avoir aussi à la fois des questions, mais aussi des propositions, hein, sur la manière dont ça pourrait s'organiser et surtout qu'on a déjà quelques galops d'essai sur différents sujets. Donc, je crois que ça peut susciter voilà, un intérêt et de formaliser des propositions. Et puis, on a un catalogue européen qui va être créé, donc qui va reprendre l'ensemble des DME certifiés et des applications de bien-être labellisées. Donc là aussi, ça va être quelque chose de nouveau, cette mise à disposition, et ça donnera finalement une forme de transparence du marché, mais qui peut susciter également des questions de votre côté. Alors, le chapitre 4, alors je vois qu'il y a des questions dans le chat. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse un petit arrêt ou si on continue maintenant, mais ce sera On peut-être… peut faire une mini pause si tu veux. On a juste une question et ça peut être bien précisé maintenant. Qu'entendez-vous par application bien-être? Si vous voulez, je vous réponds. J'ai mis la réponse dans le chat pour que ce soit bien facile pour tout le monde. La notion d'application de bien-être, elle est définie. Déjà, bonjour à tous, excusez-moi, Mélodie Bernot, je travaille avec Isabelle. Dans le chapitre 1 de la proposition de règlement, où la commission fixe un certain nombre de définitions qui vont être utilisées dans l'ensemble des chapitres et des articles de la proposition. Et application de bien-être, c'est tout appareil ou logiciel destiné par son fabricant à être utilisé par une personne physique pour le traitement de données de santé électroniques à d'autres fins que les soins de santé, par exemple à des fins de bien-être ou de poursuite de mode de vie sain. Donc ça va être par exemple tout ce qui est bracelet connecté qui va enregistrer votre nombre de pas, votre fréquence cardiaque, votre tension, votre électrocardiogramme, ou une application que vous auriez sur votre téléphone où vous rentrez votre alimentation, votre poids et votre activité physique quotidienne. Donc toutes ces applications-là qui ne sont pas initialement destinées à votre médecin, mais pour suivre un petit peu votre bien-être. Voilà Isabelle, merci, je te rends la parole. Merci Mélodie, mais en fait, je pense qu'en plus, tu as super bien répondu à d'autres questions qui étaient dans le chat. Donc, sauf si les personnes n'ont pas compris tous les éléments. Mais en tout cas, je pense que tu as répondu à pas mal de réponses de ce fait-là. Alors, je vois qu'il y a aussi une articulation, une question sur l'articulation avec les DSR du Ségur et d'autres référentiels. Donc, bien entendu, en fait, dans le cadre du Ségur, et parce que nous sommes déjà, nous, dans le déploiement, nous essayons de préparer autant que possible la mise en œuvre des prochains cas d'usage, de façon à ne pas faire des coups en 2 fois, mais en une seule fois. Donc après, il y a la priorisation évidemment des vagues Ségur qui intervient, mais néanmoins, il est évident que nous essayons de faire ça en très bonne intelligence et le plus facilement possible. Et de toute façon, un calendrier de mise en œuvre pour la France des prochains cas d'usage devra être formalisé, puisque actuellement, nous sommes également en train de répondre à des financements européens pour déployer les prochains cas d'usage, donc de manière volontaire à ce stade, hein, encore une fois. Mais donc, ça va également se faire en synchronisation avec le Ségur numérique, bien entendu. Voilà. Je vous propose peut-être qu'on prenne les questions suivantes, hein, à la fin, parce que je vois que Mélodie est particulièrement active pour y répondre. Donc, on peut peut-être enchaîner en parallèle et on pourra reprendre tout à l'heure en temps d'échange si vous le souhaitez. Bon, pour l'utilisation secondaire des données de santé, donc c'est un autre champ, donc ça correspond peu ou prou au champ d'application aussi du Health Data Hub en France. Alors, ce que je dis là, c'est assez concret, puisque le projet de règlement européen, en fait, c'est très fort inspiré de la législation française en place pour cette partie de ce projet de règlement. Alors, qu'est-ce qu'il propose? En fait, bien entendu, qu'il y ait en place un organisme d'accès aux données, qu'il y ait un permis d'accès aux données. Donc, je vous rappelle, hein, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont assez loin de ça. Donc, pour nous, ça nous semble relativement évident, mais c'est pas vrai pour tout le monde.
Il y a des catégories minimales de données de santé qui vont pouvoir être utilisées secondairement. Donc, vous avez la liste à l'écran, notamment celles issues des DME, des dispositifs médicaux, qui sont contenus dans les registres médicaux contenant des maladies spécifiques ou issus d'essais cliniques. Donc, un petit peu comme vous l'avez vu pour la partie utilisation primaire des données de santé, on a un peu l'équivalent sur l'utilisation secondaire des données de santé, avec une précision évidemment importante, c'est celle des finalités de traitement qui sont autorisées dans ce cadre et celles qui sont à l'inverse totalement interdites. Cela va passer aussi par quelque chose, je crois, qui est assez attendu, en tout cas au niveau européen, c'est la création d'un catalogue de jeux de données au niveau européen. C'est ce qui va permettre en fait d'avoir cette échelle européenne pour la réutilisation des données de santé. Et donc, en fait, si on regarde schématiquement les choses, c'est que, en fait, vous avez un projet dans lequel vous souhaitez accéder à des jeux de données européens. Aujourd'hui, vous êtes obligé de passer par le process national qui est différent d'un pays à l'autre. Demain, en fait, ce que le règlement propose, c'est que vous allez passer par l'autorité d'organisme d'accès aux données de votre pays, qui pourra vous délivrer ou non un permis d'accès aux données, et vous aurez accès un catalogue de données, à des jeux de données au niveau européen. Donc, ça va changer quand même et permettre d'accélérer en fait un certain nombre de choses pour la réutilisation des données de santé. Alors, toujours dans ce chapitre 4, ça veut dire aussi qu'il va y avoir un modèle économique qui est proposé avec un calcul de redevances qui sont attribuables aux fournisseurs de données. Alors ça, c'est en partie issu du règlement sur la gouvernance des données. Il va prendre en compte les coûts qui sont liés au traitement et il pourra aussi prendre en compte les coûts des ressources humaines et techniques utilisées et qui auront été utilisées pour en fait créer de la valeur sur ces données pour les enrichir. Il va aussi intégrer la notion d'altruisme des données qui, vous le savez, a été introduite aussi par le Data Governance Act, qui permet le partage volontaire de données avec le consentement des personnes ou l'autorisation qui est accordée en fait par des détenteurs de données, sans recevoir de contrepartie, d'où la notion d'altruisme, et pour des motifs d'intérêt général. Alors, des questions également que nous vous posons comme pour les chapitres précédents. Est-ce que voilà, ces modalités de permis d'accès aux données, délai d'obtention, contenu du dossier, mise en relation, nous sommes à l'écoute de votre compréhension, de vos attentes, voire de votre expérience sur le sujet. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être aussi été confrontés à ces demandes d'accès dans différents pays européens. Donc, c'est chaque fois une expérience différente, comme je le disais. Il peut y avoir aussi des sujets qui sont liés au respect de la propriété intellectuelle, du secret des affaires et des modalités de calcul des redevances. On sait que ce sont des sujets particulièrement sensibles. Donc, dans les travaux qui sont menés actuellement au sein de la DNS, il y a des initiatives notamment qui sont prises pour aussi consulter très largement l'écosystème et notamment l'autorité de la concurrence qui est concernée par ces sujets-là. Il y a des préconisations que vous pourriez avoir sur les catégories de données qui sont concernées, puisqu'on va avoir des sujets de granularité de données, on va avoir des sujets de périmètre de données, et puis bien entendu, l'infrastructure qui n'est pas encore existante pour le Health Data ATU, comme je vous le disais, mais qui va être proposée, en tout cas préfigurée, on va dire, dans le cadre du pilote qui démarre la semaine prochaine. On peut déjà aujourd'hui, avec l'expérience et le recul qu'on a, réfléchir à des standards, des normes de sécurité qui peuvent être préconisées, en tout cas les sujets qu'il faut prendre en compte pour les établir, la nature des outils qui sont mis à disposition, etc., etc. Donc, on est vraiment dans une phase de à la fois réflexion sur la proposition de texte, mais aussi de projection dans la réalité qui sera assez rapide sur ce sujet-là. Dernière chose, et encore une fois, c'est pas la liste totalement exhaustive, mais en tout cas, ça nous semble être les points majeurs. Il y a aussi peut-être des sujets sur les obligations qui vont incomber aux détenteurs de données
pour pouvoir agir sur ce volet de l'espace européen de données de santé. Voilà. Alors, bon, ça, c'est peut-être un sujet qui vous touche moins directement, mais qui va quand même être très impactant dans la réalité. C'est qu'on va changer en fait de modalité de gouvernance au niveau européen. Aujourd'hui, la DNS fait partie du réseau e-Health Network, qui est en gros le réseau qui est co-animé et co-présidé par la Commission européenne et par un État membre et qui reprend les représentants des ministères sur les sujets du numérique en santé. C'est un réseau qui a été créé par la directive sur les soins transfrontaliers que j'évoquais. Il est rejoint de manière volontaire. C'est ainsi que la Norvège et l'Islande sont associés et que le fait que l'Ukraine devrait rejoindre incessamment sous peu. Alors, ce réseau aujourd'hui, eh bien, il a permis donc le déploiement de MyHealth.eu déjà dans sa configuration actuelle. Donc, ça veut dire qu'il a établi en fait les lignes directrices sur les cas d'usage pour pouvoir les mettre en œuvre, mais il a aussi créé d'autres objets tels que le pass sanitaire que tout le monde a eu en main. Et donc, ces travaux sont des travaux qui sont menés de fond et de longue date et comprennent en fait une gouvernance qui se base sur une gouvernance qui est dédiée donc, et qui traite des sujets tels que l'interopérabilité sémantique, technique, mais aussi on a dû mettre en place une partie sur le joint controllership, le contrôle conjoint dans le cadre du pass sanitaire et des applications de traçage au moment de la crise Covid. Plus récemment, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne avec l'adoption des principes européens pour l'éthique du numérique en santé, on a mis en place une task force dédiée qui nous permet aujourd'hui de travailler sur la mise en œuvre de ces principes éthiques, etc., etc. Donc, on a aujourd'hui toute une structuration des travaux au niveau européen. Demain, on va passer à autre chose, en fait. On va passer à autre chose puisque on va avoir d'abord une participation qui est non plus volontaire, même si aujourd'hui elle est très active, mais obligatoire de l'ensemble des États membres. Le nouveau format, ce sera plus un réseau e-Health Network, mais ce sera ce qu'on va appeler en français un comité pour l'espace européen de données de santé, et en anglais, ce sera le European Health Data Space Board, et dans lequel on aura, en tout cas, c'est ce que le projet de règlement propose, il sera présidé par la Commission européenne et reprendra donc les représentants des différentes autorités de santé numérique, qu'elles soient utilisation primaire ou secondaire, ce qui aussi est un enrichissement puisque aujourd'hui, le réseau e-Health Network traite presque exclusivement de l'utilisation primaire des données de santé. Alors, la Commission européenne, elle, aura un pouvoir contraignant puisqu'elle pourra émettre des actes délégués d'exécution qui seront nourris par des sous-groupes dédiés qui pourront faire des propositions, donner des avis sur les éléments que la Commission souhaite mettre en place, mais on va passer sur quelque chose donc de beaucoup plus directif de la part de la Commission européenne dans l'esprit. Voilà pour les éléments clés de cette gouvernance. Alors, on pense, mais on n'a évidemment aucune certitude, que compte tenu de l'appétence qui a été démontrée lors du dernier Conseil des ministres européens de la santé, donc on appelle l'EPSCO, qui a eu lieu à Luxembourg au mois de juin. Donc l'ensemble des pays ont salué en fait la proposition de projet de règlement. Donc il y a une véritable appétence pour créer ce cadre attendu pour le numérique en santé. Néanmoins, la négociation va être évidemment certainement un petit peu complexe. En fait, on espère que elle se terminera fin 2023, mais ça, c'est quelque chose de très approximatif et on ne prend aucun engagement là-dessus, parce que ce n'est pas du tout dans nos mains, bien entendu. Actuellement, le texte devrait entrer 1 an en vigueur après son adoption, même s'il y a des périodes de transition qui sont prévues pour certains éléments de ce texte. Mais de toute façon, outre cela, l'ensemble des États membres ont d'ores et déjà, et sans que ce soit obligatoire, prévu de rejoindre par exemple MyHealth.eu avant fin 2025, donc avec au moins donc pour chacun d'entre eux un premier cas d'usage. Donc on voit bien que tout le monde se met en fait dans la perspective de la mise en œuvre de ce règlement.
Alors, à l'écran, et c'est certainement un petit peu compliqué à voir pour le moment, vous voyez le calendrier prévisionnel, hein, mais qui est quand même qui est articulé sur les différentes temporalités auxquelles on fait face. Alors, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de la consultation qui a été ouverte en France. Donc, on vous montre l'ensemble du calendrier pour vous dire en fait que est important que vous vous empariez de ce texte et que vous nous fassiez justement des remontées. Et donc, c'est pour ça qu'on vous a proposé un certain nombre de questions, ou en tout cas de thématiques d'ordre général sur ce texte au cours de cette première présentation. Donc, la consultation, elle va rester ouverte tout au long de la négociation, mais il est urgent et important. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour que d'ici fin octobre, un maximum de remontées nous parviennent déjà, puisqu'on va rentrer en fait dans une nouvelle phase de négociation. Aujourd'hui, on a eu juste une première lecture explicative du texte au niveau européen, mais là, on va passer dans une phase de proposition. Et donc, nous souhaitons que l'ensemble de l'écosystème français soit très proactif en fait dans ces propositions qui peuvent être faites. Donc, avec Mélodie, on a la charge d'animer en fait à la fois cette instruction au côté français, et donc ça veut dire aussi bien prendre le pouls des différentes parties prenantes sur l'ensemble de ces textes. Donc, vous voyez, c'est un gros chantier et c'est pour ça que cette consultation est ouverte. Alors, comment vous pouvez de facto contribuer? Eh bien, déjà, vous pouvez nous dire ce qui n'est pas clair, ce qui est déjà un premier élément. Vous pouvez nous souligner quelles sont les opportunités que vous voyez, voire les renforcer le cas échéant. Quels sont les avantages et les bénéfices que vous en voyez. Et à l'inverse, vous nous faire remonter, bien entendu, les choses sur lesquelles ça va certainement être plus compliqué, avec des difficultés pratiques, mais aussi peut-être des éléments qui vont carrément être difficiles dans vos usages. Donc, ce qui nous aide, c'est que vous nous cibliez les dispositions concernées. Donc là, on parle d'articles. Donc, vous avez à votre disposition, et ce sera rajouté sur le site participer.fr, je crois dans les prochaines heures, une feuille de calcul qui vous découpe le règlement article par article, ce qui vous permet en fait de manière hyper pratique de pouvoir réagir sur des articles précis. Donc, vous pouvez avoir des questions générales, mais vous pouvez avoir des questions très ciblées. Et c'est pour ça que je vous disais en début de présentation que vous pouvez aussi, et nous vous invitons vraiment à partager ça au sein de vos structures, parce que nous sommes intimement convaincus qu'il y a différentes parties prenantes qui vont avoir des questions, des questionnements sur des parties différentes du texte. Voilà, et puis maintenant, cette présentation pour aujourd'hui, donc très générale sur ce projet de règlement est actuellement terminée, et avec Mélodie, nous sommes totalement à votre écoute pour répondre aux questions qui resteraient, même si j'ai vu que sur le chat, c'était encore une fois très actif. Ah, on ne t'entend pas, Mélodie. En tout cas, moi, je ne t'entends pas. Merci, Elodie. Mon micro était coupé, effectivement. Donc, je vois plusieurs questions auxquelles on n'a pas encore répondu dans le chat. La première que je vois, c'est qu'il faudrait remontrer la page précédente parce que les personnes voudraient le lien vers la consultation publique. Je vous remets le lien dans le chat. C'était sur voilà, celle-ci. Ensuite, j'ai vu une question sur les finalités de traitement. Les utilisations secondaires seront-elles toutes fondées sur l'article 89 du RGPD? Si oui, ne pensez-vous pas que les finalités secondaires des données de santé dépassent celles admises par l'article 89 du RGPD? Donc, en fait, la proposition de règlement pour un espace européen de données de santé, je me permets de répondre, Isabelle, sauf si tu veux. Très bien. Se fonde sur le RGPD. Mais elle part du constat, elle a été rendue nécessaire par le fait que le RGPD est appliqué de façon hétérogène et fragmentée en Europe pour les données de santé. Donc, le HDS vient compléter et spécifier les dispositions du RGPD pour les données de santé.
On parle en droit européen de lex specialis, c'est-à-dire que la base générale est posée par le RGPD, mais le HDS peut venir compléter les dispositions qui existent dans le RGPD. En ce sens, le HDS aujourd'hui propose de nouvelles finalités de traitement qui dépassent les finalités de traitement prévues par l'article 89 du RGPD. J'espère que ça répond à votre question. Et donc, on voit qu'il y a des finalités de traitement qui sont autorisées dans le cadre de l'EHDS qu'on n'avait pas forcément identifiées via le RGPD. Et le HDS décrit un petit peu les modalités d'autorisation et de délivrance d'un permis d'accès aux données pour ces nouvelles finalités. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre comme question ? Philippe nous pose une autre question. Isabelle, y a-t-il une tendance qui se dégage sur l'identité de l'autorité de santé numérique prévue à l'article 10, l'ANS en tant que NCPEH, la création d'une structure ad hoc? Je crois que là, c'est un petit peu trop tôt pour répondre à ce type de questions. Justement, on ne peut pas se permettre de répondre à ce type de questions avant justement d'avoir partagé en fait ce projet de règlement et d'avoir attendu un petit peu vos feedbacks. Et en tout cas, la discussion au niveau européen n'est pas encore arrivée à ce niveau-là. Donc, je vous le disais, c'est une première lecture qui est en train de se terminer. Donc, c'est encore un petit peu tôt. Alors, Marc nous pose la question. À ma connaissance, l'HDS reprend l'essentiel des normes ISO 27001. Quand on dit HDS, c'est hébergement de données de santé ou est-ce que c'est un oubli du petit E qui vient au début pour dire EHDS? Alors là, je pense bien que ça fait référence à l'hébergement de données de santé. Et là, je rappelle qu'en fait, l'hébergement de données de santé, c'est une disposition législative qui est française. Donc, ce n'est pas une disposition qui est européenne. Donc, en fait, c'est hors périmètre actuellement par rapport au projet de règlement. Après, on est assez conscient du fait que les sujets d'hébergement de données de santé risquent de venir dans la conversation lors de la négociation du texte, mais aujourd'hui, ce n'est pas dans le périmètre. Donc, il y a une autre question sur les données de santé seront chiffrées par des technologies blockchain face au risque de cyberattaque ou fuite de données très importantes en ce moment. En fait, dans la continuité de ce qu'on vient de dire sur l'HDS, aujourd'hui, les normes et standards qui vont être utilisés dans le cadre de l'espace européen de données de santé, que ce soit pour l'utilisation primaire ou l'utilisation secondaire, ne sont pas déterminés. Le règlement renvoie à la prise de textes d'application pour les déterminer. Donc, c'est d'autant plus important que vous nous aidiez à discerner les normes et standards que vous souhaitez voir promouvoir au niveau européen et d'une certaine façon généraliser. Une deuxième partie de la question, le HDS indique qu'il fournit les garanties lorsque l'utilisateur utilise la base juridique de son intérêt légitime pour une utilisation secondaire. Savez-vous concrètement ce que cela signifie? C'est dans le considérant 37. Je vais juste relire l'intégralité du considérant pour vous répondre du mieux possible. Oui, tout à fait. Ça signifie que lorsque on utilise une base juridique, en fait, quelconque, notamment la base juridique de l'intérêt légitime qui est prévue par le RGPD, c'est à l'organisme d'accès aux données, c'est celui qui va délivrer le permis d'accès aux données, de s'assurer que l'utilisateur de données, pour son traitement, remplit et répond à l'ensemble des critères et des exigences nécessaires à cette utilisation. Aujourd'hui, en France, on a une sorte de permis d'autorisation d'accéder aux données
qui est délivré à la fois par la CNIL et le HDH. Il faut remplir un certain nombre de critères. Demain, c'est l'organisme responsable de l'accès aux données qui va, éventuellement en déléguant certaines missions, s'assurer que les utilisateurs de données vont accéder aux données en remplissant les critères nécessaires, donc un certain nombre de critères éthiques qui répondent aux bonnes finalités, etc., etc., pour accéder aux données. Est-ce que les collègues étrangers auront accès au SNDS? Alors, je me permets de répondre là. Je crois qu'on l'a un petit peu dit dans la présentation, hein, c'est pas le mode de fonctionnement, c'est pas l'architecture qui va être préconisée. C'est-à-dire qu'en fait, chacun des contributeurs a l'espace européen de données de santé sur la partie réutilisation de données de santé va mettre à disposition et va contribuer à l'établissement du catalogue de données. Il y aura, comme j'ai dit tout à l'heure en bon français, un single point of contact national. Mais donc, ça va passer toujours par une demande d'autorisation avec une finalité précise et dans un cadre précis, mais qui sera unique pour l'ensemble des pays européens. Donc, oui, d'une certaine façon, mais par ce biais-là, ce qui n'est pas un accès direct comme vous l'entendez. Je vois plus de questions. Est-ce que tu en vois auxquelles on n'aurait pas répondu, Élodie ou Isabelle? Alors, je crois qu'il y avait une question juridique précise de Florence. Peut-être qu'on n'y a pas répondu. Je ne l'ai pas vue. Alors, Florence, en train de remonter. Sur le sujet du respect de l'API, avez-vous des informations sur l'articulation entre l'article 35 du Data Act et l'article L1111-8 du Code de la santé publique? Alors, j'ai répondu dans le chat. Aujourd'hui, le Data Act, il est en cours d'examen au Conseil et au Parlement européen. C'est un texte qui n'est pas stabilisé, c'est un texte qui n'est pas adopté. On voit qu'il est sujet à beaucoup de modifications. Donc, aujourd'hui, l'articulation avec le Code de la santé publique n'est pas complètement déterminée et vous n'êtes pas sans savoir, d'ailleurs je crois que quelqu'un l'a rappelé dans le chat, que tant le ministère de la Culture, que la DGE, que le MESRI, que le ministère de la Santé sont très actifs sur ce texte et que le texte bouge beaucoup encore. Donc, je pense que quand on fera le webinaire sur l'utilisation secondaire des données de santé, d'ici un mois à peu près, on aura plus d'infos à vous communiquer parce qu'on aura un petit peu plus avancé sur l'examen du Data Act. Alors, il y a une autre question de Rose, la DGS. Comment les acteurs de la santé vont-ils pouvoir mettre en œuvre les changements suivants dans les prochaines années qui sont ambitieux et réglementairement contraignants ou le seront? Ségur du numérique, SGS, changement de codification des médicaments au plus tard en 2028 à la fin de la période transitoire. Alors, je pense que là, on peut peut-être répondre en disant que on a tous appelé à une accélération de la mise en œuvre du numérique en santé, et là, on la palpe des doigts, hein, certainement. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments qui vont là. Bon, pour l'articulation EHDS, Ségur du numérique, je vous ai déjà dit tout à l'heure, hein, on essaye d'essayer de synchroniser pour ne pas devoir refaire les choses, ce qui nous semble évidemment pertinent. Après, le sujet de codification des médicaments, bon là, c'est un petit peu en dehors, mais c'est vrai qu'il y a également cet impact. Donc voilà, on aura certainement des sujets, comme Mélodie l'a rappelé, sur les délais de mise en œuvre. Donc on va certainement, pour certains champs, demander peut-être des délais plus longs. Et à l'inverse, on a toujours cette dichotomie entre déclencher les usages et allonger les délais, ce qui est contre-productif. Donc, il faudra effectivement qu'on travaille de manière fine les calendriers et voir les impacts
sur toutes les parties prenantes de l'écosystème de la mise en œuvre telle qu'elle est prévue aujourd'hui. Donc, merci encore de vos contributions parce que c'est votre éclairage qui va nous aider à faire la lumière là-dessus. Élodie, est-ce qu'on a fait le tour des questions? Parce que je vois qu'on a fait le tour du temps. Oui, dans tous les cas, il va falloir qu'on clôture ce webinaire. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on les récupère toutes et on vous fera une réponse dans un second temps. Merci Isabelle et Mélodie pour votre présentation. Merci à tous pour vos questions. Vous allez recevoir le replay d'ici quelques minutes et vous allez être dirigé vers un petit questionnaire de satisfaction. Ça prend vraiment 15 secondes et ça nous est très très utile. Donc merci de bien vouloir y répondre. Et puis on vous attend sur les prochains webinaires. Hein. Exactement. N'hésitez pas à vous inscrire. Merci à toutes les deux et puis à très vite. On se rejoint. Le prochain, c'est le 11 octobre. Donc, on se donne rendez-vous le 11 octobre. Merci à tous. Merci, au revoir.